Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ambiance tendue en ce moment aux États-Unis où certains dépouillements ont encore lieu en ce moment même. Mais bon, malgré tout, un premier bilan est déjà possible. Alors, moi j'aime bien parce que dans l'ensemble des médias, on nous dit la vague rouge n'a pas eu lieu. Eh bien, bon. On peut peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail. Les résultats sont en effet serrés dans certains États. Malgré tout, dès maintenant, on peut affirmer de façon certaine que la Chambre des représentants, qui a été donc renouvelée entièrement, est donnée aux républicains qui ont la majorité. Il y a même eu une progression des républicains avec 7 élus supplémentaires. Ils ont donc une majorité confortable de 207 élus contre 188 démocrates. Pour les gouverneurs qui a été renouvelés aux 2/3, eh bien, malgré la perte de 2 gouverneurs, les républicains conservent un gouverneur de plus que les démocrates. Ils sont de 24 à 23. Les républicains sont donc majoritaires. Et au Sénat, alors là, c'est là que les résultats sont plus serrés. Pour le moment, les républicains mènent 48 sénateurs à 46. Si depuis on n'a pas eu de nouvelles informations, 3 États n'ont pas encore de résultats définitifs. Alors, la Géorgie, pour laquelle de toute façon il y aura un second tour le 6 décembre. Et puis l'Arizona, qui n'a encore pas tout dépouillé, pour lequel pour le moment la tendance est démocrate. Et le Nevada, qui n'a pas non plus tout dépouillé, pour lequel la tendance est républicaine. Donc on voit bien que les jeux sont très très serrés dans le Sénat. Et nous, pour en parler aujourd'hui, les questions qui se posent, déjà, est-ce que le républicain va finalement passer, est-ce que le Sénat va finalement passer aux républicains ou pas? Difficile de répondre immédiatement. Qu'est-ce que cela changerait si c'est le cas dans la politique nationale et internationale des Américains? Et puis, est-ce que Joe Biden finalement a été mis à mal par ces élections demi-mandat? Et Donald Trump est-il vraiment renforcé ou pas dans cette élection? Voilà les questions qui se posent et nous sommes avec 2 invités. Alors bonjour Maître Renaud Beauchard. Bonjour. Vous êtes essayiste, avocat, vous êtes vous-même sur place à Washington et on vous remercie d'être si tard pour vous avec nous. Quelle heure est-il pour vous d'ailleurs? Il est eu presque 2 heures. Eh bien, merci d'avoir le courage d'être avec nous en ce moment pour cette table ronde en direct de Washington. Et donc, vous devez vraiment ressentir cette tension des élections américaines. Vous êtes également chapter leader de la fondation Fair for All pour l'agglomération de Washington et auteur de ce livre, Christopher Lasch, un populisme vertueux aux éditions Michalon. Puis nous sommes également avec Randy Yaloz. Bonjour Randy Yaloz. Enchanté. Vous êtes président du Parti républicain, donc le Parti républicain américain en France. Je suis également avocat franco-américain et aussi directeur juridique adjoint des Republicans Overseas à l'étranger. D'accord. On va commencer peut-être par donner la parole au Parti républicain. Est-ce que vous avez déjà les dernières informations peut-être des élections, est-ce que vous confirmez ce que je viens d'annoncer en termes de résultats des élections? Oui, j'aimerais faire quelques précisions qu'on devait avoir. On a parlé du Sénat, c'est important d'indiquer aux auditeurs que par rapport à la course au Sénat, il y a l'État de Géorgie. Et ça, c'est important d'indiquer qu'on n'aura pas une décision définitive jusqu'au 6 décembre parce que il y aura un deuxième tour dans 1 mois et demi. Donc, on va attendre pour connaître qui aura la majorité au sein du Sénat par rapport au Sénat. Et il y a aussi une course très intéressante pour le gouverneur, c'est dans l'État d'Arizona. Pourquoi on parle pas souvent sauf qu'on a parlé de New York, etc., mais l'État d'Arizona, pourquoi c'est intéressant? C'est un candidat de M. Trump, c'est une dame qui était journaliste de Fox et que la course est très, très serrée. Et on dit que si elle gagne cette élection, elle peut devenir
vice-président de M. Trump en 2024. Donc, ça va être une course à suivre et ça va être très intéressant. Et aussi, ça fera partie de notre discussion sur les candidats qui ont été choisis par M. Trump lors de ces élections. Et on va entrer dans cette discussion par la suite. Voilà, je pensais qu'il y a des précisions à donner. C'est très important. Voilà. C'est Sauf intéressant. si mon collègue, M. Bochard, a autre chose à ajouter. Je ne sais pas s'il a autre chose à ajouter par rapport bien à sûr, ça. de toute façon, on va faire le tour. Alors, concernant les élections et les résultats, est-ce que vous aviez d'autres remarques à faire, Maître Bochard? Oui, juste une petite. En fait, on est déjà quasiment à 49 en fait au Sénat, puisque il y a une élection qui n'a pas encore été finalisée, qui en Alaska, qui oppose en fait deux candidates républicaines. Une candidate en fait qui est une candidate républicaine opposante à Trump et une candidate en fait soutenue par Trump. Donc on aura très probablement la confirmation d'un représentant, d'un sénateur républicain en Alaska. Donc en fait, il reste ensuite deux élections trois élections qui peuvent faire pencher la balance en faveur des républicains, qui sont le Nevada, l'Arizona et la Géorgie, qui part vers un second tour en fait. Donc en fait, oui, il reste imaginons qu'on compte donc l'Alaska aux républicains, on est à 49 à 46 pour les démocrates, c'est bien cela. Donc, et il y a justement cet écart de 3 États qui peut être éventuellement récupéré par les démocrates s'ils gagnent la Géorgie, l'Arizona, le Nevada, sauf que pour le moment, au moins le Nevada est bien parti pour être républicain, c'est bien cela. Le Nevada, il semble-t-il pas trop mal parti pour être rouge, donc républicain. Et si c'est le cas, arrêtez-moi si je me trompe. 50. Ça ferait du 50, ce qui est l'état actuel du rapport de force au Sénat. D'accord. Donc, qui penche en faveur des démocrates, puisque la présidente du Sénat est la vice-présidente, et vous savez, il y a 100 sénateurs. S'il y a 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates, la voie décisive, la départition se fait par le vote du vice-président. Oui, donc si pour que les républicains gagnent cette élection, soient vraiment majoritaires, ils doivent gagner non seulement le Nevada, mais encore un autre État. Oui, l'Arizona ou la Géorgie. C'est encore serré, ça peut changer. Ouais. Oui, et de rappeler aux auditeurs aussi, il y a une règle particulière qui on pense que la simple majorité au Sénat compte, mais on a une tradition au sein du Sénat, ça s'appelle le filibuster. Et ça, on oublie et ça c'est très important et on oublie que c'est pas simplement d'avoir la majorité, que c'est 60% des voix au sein du Sénat qui donnent la victoire dans la plupart des cas pour le vote. Donc ça se joue vraiment contre la partie qui à la majorité parce qu'ils sont bloqués. À un moment donné, en 2020, il y avait une grande discussion, un grand débat au sein du Sénat. Est-ce qu'on va éliminer ces filibusters? Les républicains, quand ils avaient la majorité, ont respecté le filibuster à l'époque et les démocrates ont joué le jeu lors du dernier mandat parce que ça peut être un retour de bâton après. Donc, pour le moment, ils respectent les uns les autres le filibuster. Ça garde un certain équilibre au sein du Sénat. Il faut dire que c'est la haute chambre, et c'est beaucoup plus important, et peut-être les auditeurs devront savoir, parce qu'au sein du Sénat, ils arrivent à élire aussi des juges, des hautes personnalités de l'administration, des juges des cours suprêmes, des cours fédéraux, les ministres, toutes ces personnes qui jouent un rôle très important au sein du gouvernement sont approuvées par le Sénat, qui joue un rôle très important. Et c'est qu'on a vu quand la majorité est de l'autre parti, ça pose des problèmes pour les présidents quand c'est l'autre parti, voilà, pour passer d'avoir son politique, pour remplacer des personnes. Et ça
ça peut compliquer les choses. Vous avez raison de le préciser, puisque c'est pas forcément clair pour tous nos auditeurs en France, hein, quelles sont les missions et du Sénat américain et de la Chambre des représentants. Alors, ce qui est sûr, c'est que la Chambre des représentants, aujourd'hui, elle est républicaine, et ça permet quand même aussi certaines choses pour les républicains de bloquer des projets de l'administration. Du budget. Oui, c'est ça. Oui, Voilà. c'est surtout l'introduction du budget au sein, ça commence la plupart du temps au sein de la Chambre des représentants. Et à ce titre, il a un pouvoir des gestions et des contrôles des fonds souvent. Et c'est ça ce qu'on va revenir sur la discussion sur les questions. Et c'est là où on a parlé, et tout le monde a dit comment ils vont, quel est l'impact des républicains, même s'ils n'ont pas les Sénats, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà, ça va se jouer beaucoup. C'est au niveau du budget. Et c'est ça, c'est où il y aura des questions dans la politique étrangère. On va en parler également juste après les informations, mais seulement pour délimiter les grandes lignes immédiatement. Donc on a le budget du côté de la Chambre des représentants qui est désormais, d'ores et déjà acquise aux républicains. Du côté du Sénat, où les choses sont encore plus, pour le moment, serrées entre démocrates et républicains, vous le dites, ce qui est très important, c'est donc ces élections, le Sénat doit approuver le vote de la haute administration, le choix des ministres, etc. Et puis, il y avait autre chose aussi, le fait qu'ils peuvent empêcher un renforcement de l'aide militaire en Ukraine, par exemple, pour être concret. Ça, c'est important aussi, ce qui va se passer au Sénat de ce côté-là. Vous savez, c'est une grande théorie. C'est depuis Nixon, depuis Vietnam. On a des grands soucis. C'est comme le pouvoir de déclaration de guerre. On dit ça aussi. On a critiqué le président Macron. Les présidents en cours, ils peuvent mener des opérations, mais c'est pas une déclaration de guerre. Donc, c'est très ambigu. C'est doctrine aux États-Unis. Et la même chose existe en France. Donc, le pouvoir appartient au Sénat pour déclarer la guerre, mais en même temps, comme je vous dis, c'est extrêmement rare que ça intervient c'est quelque chose d'assez exceptionnel et qui rien n'empêche dans la politique étrangère de mener des opérations à l'étranger. Des opérations de soutien, comme on peut dire de façon différente. Des soutiens, ou même ce qu'on a fait, même des interventions militaires qui ne sont pas, entre guillemets, des guerres proprement dit. Je veux dire, ça arrive souvent. Regardez ce qui s'est passé pendant longtemps en Vietnam. C'était discrétionnaire et il y avait même la Cour suprême à l'époque de Nixon qui a confirmé que c'est son pouvoir d'intervenir tant qu'il n'y a pas, entre guillemets, une guerre. Donc, c'était vraiment une doctrine qui existait à l'époque. D'accord. Eh bien, on continue et surtout, on va aller maintenant voir le bilan concret de ces élections de mi-mandat aux États-Unis avec Maître Randy Yellows et Maître Renaud Beauchard. On se retrouve dans quelques instants. On fait un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et pour dresser ce bilan des élections de mi-mandat aux États-Unis, même si certains dépouillements ont encore lieu et qu'au Sénat, en tout cas, les résultats sont encore serrés, nous sommes, nous, ici, pour comprendre déjà les premières conclusions de ce vote avec Randy Yellows, président du Parti républicain américain en France et avocat franco-américain. Nous sommes également avec Renaud Beauchard, essayiste, avocat à Washington, chapter leader de la fondation Fair for All, d'ailleurs pour l'agglomération de Washington, et auteur de ce livre Christopher Lasch, un populisme vertueux, aux éditions Michalon. Alors immédiatement, je voudrais qu'on rentre un petit peu on a bien compris où on en était immédiatement dans ce dépouillement et dans les couleurs qui s'annoncent. Je voudrais maintenant qu'on sache et qu'on comprenne avec vous quel bilan finalement tirer, quelle première conclusion tirer et pour Joe Biden et pour Donald Trump. Est-ce que finalement l'un et l'autre sortent renforcés ou embêtés, on va dire, mis à mal par cette élection? Je commence par Maître Beauchard. Je dirais que cette élection en fait a un intérêt, c'est que c'est une clarification en fait sur le fait qu'on est sans doute en train de tourner la page de Trump. Il serait temps de lui notifier parce que je crois qu'il y a une fatigue en fait vis-à-vis de l'obsession vis-à-vis de Donald Trump dans l'opinion américaine, et je pense que les résultats, si tant est qu'ils soient fiables,
reflète en fait cette exaspération. Il reflète en même temps une appétence vis-à-vis d'un certain nombre d'autres candidats, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a été réélu triomphalement. Donc là-dessus, ce serait plutôt une clarification. Maintenant, on peut regretter que effectivement les résultats ne reflètent pas une fatigue de façon aussi claire, une fatigue vis-à-vis des démocrates. C'est la cote de popularité de Joe Biden est à des niveaux jamais vus en termes d'impopularité. Oui. En même temps, on voit se profiler. Ça avait été en fait d'abord le fait que ces élections soient en fait encore une fois un référendum sur la personnalité de Trump, qui n'est pas candidat, qui était en absence de ces élections, était déjà quelque chose qui était assez dommageable. Mais on voit maintenant que Biden en fait en sortirait, prétend en sortir renforcé. Or, on est quand même dans une administration tout à fait calamiteuse, au point d'ailleurs que nous sommes nous n'avons jamais été aussi proches d'un affrontement nucléaire. Et en fait, Randy Gallows me parlait de l'Ukraine tout à l'heure. Je crois que pour les Européens, jamais une élection américaine n'aura été aussi importante, puisque infléchir le côté va-t-en-guerre, en fait, la politique va-t-en-guerre des démocrates est une nécessité de premier ordre. Moi, j'aime beaucoup une personnalité qui était démocrate, qui s'appelle Tulsi Gabbard. Et en fait, mon premier objectif dans mon engagement dans la République, c'est d'éviter une guerre thermonucléaire. Je crois que cette victoire en demi-teinte des Républicains, et pas grand-chose. En même temps, attention, les Républicains sont travaillés par le complexe militaro-industriel, mais cette victoire en demi-teinte des Républicains n'est pas une très bonne nouvelle pour la paix dans le monde. Pas une très bonne nouvelle pardon, on vous a mal entendu. Pour la paix dans le monde. Oui. Pour la scène ukrainienne, c'est vrai que on regarde ces élections de mi-mandat avec un regard tout particulier en ce moment, parce qu'on sait que les républicains freineraient tout de même, au moins temporiseraient ce qui se passe sur la scène ukrainienne, et donc pourraient éviter également une nouvelle guerre mondiale, ce qui serait quand même pas si mal. Alors, je me retourne vers Randy Gallows à ce sujet. Est-ce que vous confirmez, vous aussi, que finalement ce vote est malgré tout pas un désaveu de Donald Trump, mais au moins l'émergence claire d'une nouvelle ligne républicaine? Je pense que c'est surtout l'émergence. Il y a deux facteurs. Je crois le premier facteur qu'il faut voir, c'était la politique de M. Trump dans ces élections. Je pense qu'il a fait une erreur stratégique qui a déplu aux indépendants et aux républicains plus modérés. C'est ayant des candidats qui, dès le départ, même si on était méfiant par rapport au déroulement des scrutins, a dit qu'ils n'allaient pas accepter les résultats, alors qu'ils auraient pu dire qu'ils ont une certaine vigilance. Et moi, j'aurais préféré un autre discours, et que ce que j'ai toujours gardé même lors des dernières élections, c'est notre droit intime de contester des élections. Rien ne nous empêche. On peut suivre, on peut contrôler, on peut suivre les élections, et jusqu'au bout, on peut épuiser tous les recours qu'on veut, mais c'est pas nécessaire de dire on va pas accepter les résultats, parce que on l'acceptera à un moment donné dès qu'on aurait pu épuiser tous nos recours légaux dans un cadre. Et ça a mal servi, je dirais, à M. Trump, et aussi ses candidats dans plusieurs États, et que les gens n'apprécient pas ça, parce que c'est un peu problématique. Pour moi, en tant qu'avocat, j'imagine pour M. Bouchard aussi, ça pose un problème en tant que puriste de droit, ce genre de positionnement.
Le deuxième point qu'on doit regarder, c'est l'émergence de Monsieur Ron DeSantis. Les Oui, Européens le connaissent très peu. C'est le gouverneur de Floride. Floride qui est sorti vraiment au gagnant. Il a renforcé sa position en Floride. Il faut dire la première fois depuis 100 ans au sein de l'État de Floride, ils ont gagné tout, toutes les élections de républicains. C'est historique. Je veux dire que tout l'État, toutes les administrations, tous les tribunaux sont républicains. C'est depuis seulement Hmm. après les guerres civiles que ça s'est passé, que c'était républicain. Donc, on peut imaginer que, compte tenu des résultats, Monsieur DeSantis va monter en popularité. Il y aura une course importante au sein du Parti républicain. Par rapport à ça, ça va renforcer la position de Monsieur DeSantis. Hmm. Mais revenons sur Monsieur DeSantis. Avant ces élections, lors des derniers sondages au sein du Parti républicain, c'était 70 pour Monsieur Trump, 25-30% pour Monsieur DeSantis. Hmm. Il faut savoir, Monsieur Trump a monté dans les sondages depuis 1 an et demi. C'est-à-dire quand il a quitté la présidence, il était autour de 50% et M. DeSantis était à 25%. Donc, la popularité ne cesse pas d'augmenter pour M. Trump. Hmm. Il faut dire, Qui doit dans faire une les annonce courses d'ici assez... quelques jours, hein. Oui, c'est ce qui est Hmm. prévu. Et c'est pourquoi je vous ai rappelé la course en Arizona qui favorise, j'ai en train de regarder quand vous êtes en train de parler, Hmm. j'ai des informations directes, ça commence à se confirmer pour les candidats républicains dans l'État d'Arizona, pour le gouverneur, que c'est cette femme-là qui risque d'être le vice-président si demain il s'annonce en tant que président. Donc ça va être assez intéressant pour les jours et semaines à venir. Et après, j'imagine qu'on viendra sur les questions. Là, on a parlé de la politique interne, mais la politique étrangère, vous me dites si vous voulez, je peux en parler, mais peut-être vous voulez Hmm. on Non, en non, non, parle un mais peu vous, plus vous tard, pouvez y mais aller. ça. On a commencé à en parler. On a commencé à en parler en parlant de la scène ukrainienne, tout simplement. Est-ce que ce que changerait un vote républicain, enfin une majorité républicaine au Sénat? Mais allez-y justement, expliquez-nous ce que vous en pensez, Voilà. Randy Gallows. Déjà, avant les élections, ça a été déjà dit par de nombreux républicains qu'il y aura déjà, ils vont pas faire un chèque en blanc. On a entendu ça plusieurs fois du côté républicain. Ça veut dire quoi un chèque en blanc? Ça veut pas dire qu'ils vont arrêter les soutiens à l'Ukraine. Ça veut dire qu'ils vont ajuster les choses et qu'ils vont mettre en place des contrôles. On a eu des rapports par plusieurs organisations et administrations qu'il y a un vrai problème des aides, que ce soit des aides en temps d'argent ou des armes. Il y a une partie qui n'atteint pas les peuples ukrainiens et les forces armées ukrainiennes et qu'il y aura des trafics, et c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui sort des rapports. Donc, les républicains, compte tenu de ces informations, souhaitent augmenter les contrôles pour superviser l'aide qui est apportée. Deuxièmement, on a vu l'augmentation depuis déjà 1 ou 2 ou 3 mois. On était en septembre à 30% des républicains qui sont pas d'accord d'avoir une aide pour l'Ukraine sans limite. On est presque au sein des camps républicains. On était à 48 par le Wall Street Journal, un sondage qui a eu lieu en octobre. Donc, vous voyez, ça augmente et avec l'inflation, ça pose problème. Cette politique sans limite et comme mon confrère m'a dit, je suis assez va en guerre. Attitude des démocrates est très très problématique parce que on voit que ça peut avoir des conséquences important. D'un côté, on dit que non, 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 on veut pas des guerres, mais on envoie des signaux très forts aux Russes et Hmm. ils augmentent la pression. Et les médias, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais vous devez savoir, il y a quelques jours, il y avait un sous-marin nucléaire, le Rhode Island, qui, avec des missiles tactiques, est entré dans la Méditerranée et qui, c'est très peu de médias, c'est que des médias très, très Hmm. spécialisés qui a parlé de ça, qui va se rapprocher de la mer Noire et qui va surveiller qu'il a des... Donc, voilà, je veux dire que ça va, d'un côté, on dit froid, on dit chaud, Hmm. et je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Bochard que on doit faire très, très attention et par rapport à ce qui se passe. Et Et je à ce dirais, comme vous sujet, avez oui. vu,
Dites-moi. Randy Gallos, à ce sujet, c'est très intéressant de vous avoir aujourd'hui. On en avait déjà parlé, nous on avait fait une table ronde à ce sujet concernant le rapport qui a été remis par le think tank Marco Polo à l'ensemble des membres du Congrès. Ce rapport sur le fils Biden, où on voit clairement les conflits d'intérêts du fils, alors beaucoup de corruption évidemment, et les conflits d'intérêts en Ukraine notamment. Ce qui éclaire aussi peut-être un petit peu la politique ukrainienne de Joe Biden sur place. Est-ce que ça, c'est un rapport qui a fait du bruit ou absolument pas? Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que cela a pu jouer dans cette élection? On n'a pas vraiment l'impression puisque les résultats sont très serrés. Il aurait pu y avoir un désaveu plus important pour la famille Biden. Je vais demander d'abord peut-être à Maître Bochart. Alors sur l'affaire Biden, ça on le sait depuis les révélations du New York Post en fait pendant la campagne. Mais qui avait été désavoué à ce moment-là par tous. Oui, non, mais justement, là on rentre vraiment dans de très très gros problèmes qui sont les problèmes de la censure. Puis et d'ailleurs, bon justement, il y a une réflexion, une remarque qui a été faite hier par Joe Biden, tout à fait extraordinaire à propos d'Elon Musk. Répondant lors d'une conférence de presse, répondant à une question d'une journaliste qui lui demandait si Elon Musk représentait un danger pour la sécurité nationale. Et Biden a répondu ça mérite d'être examiné. Donc et on sait très très bien que le Committee on Foreign Investment in the United States s'est penché sur le rachat de Twitter sur la prise de participation d'Elon Musk dans Twitter. Donc là, on rentre vraiment dans des très très gros problèmes. Donc les compromissions d'Hunter Biden, effectivement, et via Hunter Biden de son père vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi vis-à-vis d'autres pays, comme notamment vis-à-vis d'intérêts chinois, aurait sans doute gagné à être examiné, notamment dans les pouvoirs d'investigation en fait parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants. Je pense que là-dessus il y a une menace. Encore une fois, le très gros problème, c'est qu'il n'y a plus de mouvement pacifiste aux États-Unis. Les mouvements pacifistes étaient traditionnellement mouvements de gauche. Où sont les John Lennon? Et il y a quelque chose qui est passé juste avant les élections. Il y a une semaine ou deux, il y a eu une lettre en fait du Congressional de 30 parlementaires démocrates du Congressional Progressive Caucus qui demandait en fait de donner une chance à un règlement diplomatique. C'était une lettre assez tiède, hein. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien de fracassant dans la lettre. Tous les auteurs, dont Alexandria Ocasio-Cortez, se sont rétractés après que la lettre, après une véritable levée de bouclier sur Twitter. Donc en fait, on voit très très bien que même la gauche de la gauche maintenant est complètement tenue. Donc c'est vraiment très 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 inquiétant ce côté belliqueux en fait des démocrates, puisque le Parti républicain est une galaxie assez particulière. Encore une fois, je vous dis, tout est travaillé par le complexe militaro-industriel, qui comprend maintenant les médias, qui comprend les services de renseignement. Depuis très longtemps, on sait très bien que le complexe militaro-industriel, moi, on en avait déjà parlé dans un livre qui s'appelait La République impériale, comprend les universités. Donc, c'est vraiment très très inquiétant. Et ce complexe militaro-industriel, et là c'est aussi le point fondamental, moi qui me concerne le plus en fait, en étant résident aux États-Unis, nous sommes au milieu d'un Patriot Act 2.0. Qui se retourne contre la population américaine. Des discours en fait de Joseph Biden qui transforment en fait une moitié de la population américaine, c'est-à-dire tous les opposants en fait à la politique du Democratic National Council en terroristes domestiques.
Nous sommes dans une véritable, nous sommes dans une véritable construction d'un État policier aux États-Unis. Et c'est vraiment l'enjeu fondamental. Des exemples qui abondent. En fait, on a voulu transformer, par exemple, on a voulu impliquer le FBI par exemple, dans les investigations, vis-à-vis des parents qui seraient en fait qui formuleraient une opposition devant les school boards en matière d'éducation. Donc tout ça est vraiment très très inquiétant. Randy Yaloz à ce sujet, et puis donc en général sur cette corruption ou alors cette censure qui règne, oui. On parlait au départ du think tank et du rapport Marco Polo. Oui, tout le monde c'est très important. Je crois qu'on va inverser les enquêtes maintenant. Il y aura des enquêtes sur M. Biden, sur son fils, sur l'FBI. C'est ce qui était promis. Et ça, on a oublié de dire. C'est ce qui était promis. On va faire. Il y a un rapport qui était ça, on a oublié. Pas que le Marco Polo, les républicains au sein du Chambre des représentants ont fait un rapport sur la politisation des FBI et département de justice qui a été diffusé récemment, qui dit qu'ils allaient faire enquêter toutes les actions du département de justice. Donc, mon confrère a bien indiqué qu'il y avait des parents qui étaient poursuivis et aussi étiquetés en tant que terroristes domestiques parce qu'ils avaient une position contraire à la DOCTA, et qui est à DOCSA, c'est ça, c'est le mot. C'est-à-dire qu'ils étaient par rapport et ils étaient contre un certain enseignement, et il y avait un plainte fait par l'association des parents élèves, et c'est à l'époque, sur simple lettre, ils étaient dénoncés et ont tout de suite indiqué qu'ils étaient des terroristes domestiques, et voilà. Donc, on est en train de politiser au niveau de l'administration. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour éventuellement une procédure de destitution, il y aura éventuellement aussi, ça commence au sein de la Chambre des représentants. Si nous gagnons au sein du Sénat, donc ça peut être assez problématique après pour les démocrates. C'est ce qui craint. Et ça, c'est la plus grande crainte. C'est si on gagne le Sénat, là, ça va commencer à tomber. Il y aura des responsables qui vont payer leur poste et les choses. Je crois aussi, Madame Pelosi, les républicains ne sont pas majoritaires, je vais utiliser, là je vais être un petit peu subjectif, je vais dire malheureusement, toutes ces enquêtes vont être mises sous le tapis. Mais au moins, il y aura de pouvoir d'enquête pour connaître la vérité. C'est ça, une chose qui est importante. OK, il y a deux possibilités. On a la majorité au sein de la Chambre des représentants. On aura un pouvoir d'enquête très important. On va pouvoir arrêter aussi la commission de 6 janvier, qui est simplement une commission d'enquête politisée. Donc, ça va s'arrêter. Et on va pouvoir passer aussi à des enquêtes sur toutes les politisations de l'administration aux États-Unis. Sur le GAFA, on a oublié de le dire aussi, que c'est très, très important le rôle du GAFA ces dernières années, et qu'on joue dans la politisation des institutions au sein des États-Unis. Même pendant les élections, le Parti républicain était obligé de mener une action en justice contre Google parce qu'ils ont supprimé des millions et des millions d'emails qui ont été envoyés à des Américains lors des élections. Donc, on est en face à ce genre de situation des censures depuis toujours, depuis 2016, et l'affaire de Hunter Biden est le numéro 1, que Facebook et Twitter ont supprimé ces informations lors des élections. Et c'est ça ce qu'on considère être une sorte d'interférence au sein des élections de 2020, parce que si à l'époque, tout le monde avait accès à cette information, peut-être le résultat aurait pu être différent en 2020. C'est fort probable. Tout le monde a pu avoir accès à ça. C'est très probable. Ce qui dit, beaucoup d'analystes le disent. Non, mais parce que rappelons juste pour nos auditeurs, en effet, que cette affaire sur le fils Biden est tombée juste avant les élections, pendant la campagne des élections présidentielles, qu'elle concernait donc le fils du candidat Biden, et que à ce moment-là, donc le New York Post relaye cette info, mais comme vous l'avez dit, Twitter, Facebook, tout le monde non seulement bloque cette information, mais bloque même le compte du New York Post, qui est quand même gravissime, se faisant
sans aucun fondement. Et tous les autres médias ostracisent gravement le New York Post en expliquant que c'est vraiment devenu le journal. Pourtant, Dieu sait que c'est un journal très ancien et respecté, mais le journal colporteur de mauvaises informations, pour le dire gentiment. Et finalement, 1 an plus tard, le New York Times avoue discrètement que oui, en fait, les informations du New York Times étaient exactes. Oui, Maître Bochart. Bien pire que ça, puisqu'en fait, de façon très très quasiment comme si de rien n'était, Mark Zuckerberg était l'invité du podcast de Joe Rogan Experience, qui est probablement le podcast le plus populaire des États-Unis. Et il a avoué, mais sur le ton de la conversation, que des agents du FBI étaient venus le voir en lui disant qu'il fallait supprimer cette histoire concernant cet article concernant les compromissions de Hunter Biden dans le siège d'administration de Burisma. L'entreprise en Ukraine. J'ai une petite information nouvelle pour vous, VDOS, sur les élections. Oui, alors priorité au direct, allez-y. Allez-y, c'est dans la course pour les maires de Los Angeles qui est depuis des décennies démocrate, peut-être il va devenir républicain. C'est très, la course est très, très proche. Donc, ça va être intéressant. C'est comme à l'époque avec Giuliani à New York à l'époque. Peut-être on aura un premier républicain à Los Angeles en tant que maire républicain. C'est assez intéressant comme phénomène. Tout à fait. Écoutez, on continue de suivre ça. Donc, Maître Bochart, je vous donne la parole et ensuite on va devoir conclure cette table ronde. Mais je vous propose quand vous redonne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour finir de dresser le bilan de ces élections qui seront définitivement, ou peut-être d'ailleurs non, après la Géorgie, on fera ça. Mais Maître Bochart, je vous propose de continuer votre propos. Non, juste, c'est vrai que je crois que j'avais terminé. Bon, en fait, les compromissions, en fait, les relations très très intimes, en fait, entre le gouvernement fédéral et particulièrement les agences de renseignement, dont le FBI en premier lieu, et la Silicon Valley, absolument essentiel. Faut vraiment qu'on ait toute la lumière là-dessus. On présageait que ces élections, le résultat de ces élections risque de nous en priver. Juste pour résumer, en fait, vous êtes plutôt pessimiste vous sur le résultat des élections là. Et je dirais que même si les républicains l'emportent avec même si les républicains ont la majorité au Sénat avec 51 voix, 51 sénateurs. Je pense que la victoire est trop timide pour qu'on ait véritablement un infléchissement, parce qu'il se passe vraiment des choses très 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 graves. Pour résumer pour abonder dans le sens des problèmes de la compromission en fait entre les médias et les agences de renseignement, la fusion en fait entre les médias, la Silicon Valley et les agences de renseignement. Il y a un podcast que j'écoute moi assez religieusement pour comprendre ce qui se passe. C'est le podcast de Matt Taibbi et Walter Kern qui s'appelle America This Week. Et Walter Kern disait une chose tout à fait amusante à propos de CNN. Il disait, on a l'impression sur CNN que vous avez des gens qui sont habillés comme des agents du FBI qui interviewent des vrais agents du FBI, chacun faisant assaut chacun essayant en fait d'être le plus d'accord avec l'autre. C'est une drôle d'évolution en fait, cette fusion entre les agences de renseignement et les médias. On peut que souhaiter évidemment que tout ça soit éclairé, nettoyé si possible. Randy Yalloz, je vous donne le dernier mot de la fin et puis je vous donne à tous les deux rendez-vous donc après les élections de Géorgie. Randy Yalloz. Je pense pour les auditeurs, voilà, poser les bonnes questions, voilà,
les Américains sont en Amérique, les politiques des républicains, je pense qu'il faut faire attention comme notre, et je crois que c'est poser de questions, mettre la pression sur les élus en Europe parce que on a un vrai souci, c'est les Américains c'est l'Europe qui subira les conséquences. Eh oui. Aujourd'hui, on subit les conséquences de la politique de la guerre et si les choses sont pires en tant qu'Américain, moi je réside en France et à Paris et je vous dis voilà, je veux dire que c'est très très dangereux et que voilà attention et si chacun a son mot à dire et c'est si vous mettez la pression sur vos élus écrivez-le que vous êtes inquiète voilà il faut vraiment intervenir je veux dire que nous allons être entendus même nous les républicains prochainement par les élus français sur la politique prochainement et on va s'exprimer sur ces questions et je veux rappeler voilà il faut faire très très attention regardez où on va avec cette guerre on a perdu le Nord Stream qui va nous coûter à l'industrie européenne. Déjà, c'est que le début. Je veux dire, j'estime que la guerre peut s'empirer et que l'euro risque de chuter à cause de ça parce qu'on n'aura plus d'énergie pas chère. Et ça, on en parlera peut-être, mais ça, c'est une conséquence très importante de la guerre. On parle que de la guerre nucléaire, mais notre économie européenne a pris un coup important avec la perte de Nord Stream. Et peu importe, on ne sait pas qui l'a fait, peu importe, mais c'est la conséquence de cette guerre, en tout cas. On s'est très bien dit, Maître Bochart. En tout cas, nous, je vous invite à récupérer également cette interview qu'on avait faite de Jacques Beau, où on avait tenté de démêler un petit peu qui pourrait en tout cas être intéressé à l'affaire. Merci beaucoup à vous deux. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, le 7 décembre, donc juste après les élections géorgiennes. Maître Bochart, vous serez d'accord pour vous réveiller de nouveau à 2h du matin avec nous ? Allez, rendez-vous pour suivre les élections géorgiennes et donc définitivement comprendre de quelle couleur sera le Sénat et puis évidemment ce que ça va permettre de faire pour la suite. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.